Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans une famille, il devrait régner la paix, la confiance, le respect et de saines activités. Les enfants en bénéficient largement car selon une thèse de Coité, les avantages et les aises de ceux qu'on aime se transposent tout naturellement dans les relations extérieures. Et dans le même ordre d'idées, tout enfant qui agit car il est autorisé d'agir. Cette citation de Yann Pellissier introduit notre émission Tribune des femmes de ce jour. Les échanges tireront leur substance de la thématique éducation familiale, rôle de la femme mère. Bienvenue à toutes et à tous. Pour débattre de ce thème, j'ai sur ce plateau le docteur en sociologie de développement et spécialiste des questions de changement social, Théodore Moïdé. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, tout le plaisir. Deuxième invité sur ce plateau, il s'agit de Madame Antoinette Domingo. Elle est spécialiste en psychoéducation. Bienvenue à vous. Merci Madame. Et tout le plaisir est pour moi d'être sur ce plateau ce soir. Les échanges, c'est donc parlons-en. Alors, docteur Moïné, du point de vue sociologique, que comprendre par éducation familiale? Il faut savoir que c'est un exercice de la société qui consiste à transmettre ce qu'on appelle bon comportement et bonne conduite à un enfant, à une personne moins âgée, pour que cela puisse être continu, cela puisse commencer par prendre comme cela se doit pour que l'enfant devienne un type d'homme dans la société. Ce n'est pas de l'inné, mais c'est de l'acquis social. Donc, la bonne mère, je ne sais pas si on peut déjà détailler dans une parenthèse ce qu'on appelle une bonne mère. Une bonne mère ou un bon père, c'est celui qui a reçu aussi une bonne éducation, très bien façonnée, très bien orientée. L'individu ou l'acteur social a même de déranger ou d'arranger la situation d'un enfant pour que dans la rue, dans la société, au bureau, n'importe où, on va dire cet enfant est très bien éduqué. Merci beaucoup. Madame Domingo, Oui. je n'ai pas envie de vous redemander c'est quoi l'éducation familiale, mais que signifie l'expression « tes parents sont chargés de ton éducation » ? L'expression tes parents sont chargés de ton éducation signifie que les parents sont les garants de la transmission des valeurs et du respect des normes, des règles qu'un enfant dont l'enfant a besoin pour construire son identité personnelle, son identité professionnelle et son identité sociale. Donc, en tout, voilà ce que je peux dire pour cette expression. Professeur, quel est le rôle de l'éducation familiale? Vouloir parler de l'éducation familiale, il faut qu'on retourne un peu expliquer le mot éducation en général. L'éducation a trois espaces. Le premier espace, c'est être éduqué. Ça, c'est le rôle familial. C'est ce que vous venez de demander. Après ça, s'éduquer. On s'apprend, on apprend à très bien faire compte tenu de être éduqué. Et enfin, éduquer. Je commence par éduquer l'autre ou les autres. Donc, l'éducation est la transmission des valeurs d'une personne à une autre. On peut dire que l'éducation n'a pas d'âge. Sous des espaces bien déterminés, ça peut prendre la forme de pédagogie ou d'andragogie, c'est-à-dire entre personnes âgées. Mais il faut savoir que c'est un acquis social qu'on transmet pour pouvoir être, comme je viens de le dire, un type d'homme dans la société. Par conséquent, être bien éduqué et être apprécié dans la société émane non seulement de bons parents, mais aussi et surtout de la société. C'est pourquoi ce n'est pas seulement la famille, ce n'est pas le cercle, la famille nucléaire, mais à un moment donné, ça fonctionne sous forme d'entonnoir. Ça quitte la famille et ça va vers l'extérieur pour que l'individu soit bien apprécié. Merci. Madame Domingo,
C'est quoi le rôle de l'éducation familiale selon vous? Le rôle de l'éducation familiale, moi je dirais que c'est un processus qui permet à la famille d'aider l'enfant, de l'élever et de l'éduquer. Et ça commence avant même la conception de l'enfant parce que ça dépend de l'état dans lequel les parents sont. Quel est le degré de désir à pouvoir donner naissance à un enfant et quelle capacité ils ont pour permettre à ce dernier qu'ils veulent produire à être un adulte équilibré. Ça, c'est d'abord, on part de là. Et aussi au moment de la conception, comment la femme a été aménagée à pouvoir vivre des moments, je dirais, paisibles. Dans quelles conditions elle doit évoluer pour ne pas être trop stressée pour nous donner encore un enfant. Et de là, ça part de la naissance, on dit du bas âge jusqu'à l'adulte. Donc, c'est tous ces temps, cet ensemble, ce processus qu'on peut mettre dans le rôle de l'éducation familiale. Mais je vais aborder pourquoi on n'arrive pas à percevoir l'éducation familiale. Parce que c'est formel. Parce que c'est cadré à chaque famille. Chacun constitue sa famille selon ce qu'il a reçu, ce qu'il a acquis et selon ce qu'il veut. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à ce qu'il transmet à son enfant. Donc, on n'arrive pas à cerner tous les contours du rôle réel de l'éducation familiale. Mais c'est important car c'est sur ça que grèvent toutes les autres éducations. Même ce qu'on reçoit à l'école, dans la ville, on les applique dans un milieu donné, l'environnement immédiat qui est la famille. C'est pour ça que son rôle est un peu élargi. Madame Domingo parlait de l'importance tantôt de l'éducation familiale. Docteur, dites-nous, quelle est l'importance de l'éducation familiale dans la société? Avant de parler de l'importance, je m'en vais synthétiser un peu ce que Madame Domingo a dit. Si je me fonde sur son développement, l'éducation se baigne dans 3 rôles fondamentaux. Le premier rôle, c'est le rôle théorique qui consiste à informer l'enfant, qui fonctionne comme un ordinateur neuf, il n'y a rien là-dessus. Il revient aux parents, à la famille, de commencer par insérer les données. Donc c'est l'information, c'est purement théorique. Le deuxième pan, c'est la formation qui aborde la pratique. Comment préparer la pâte, comment saluer les matins, comment faire pour être apprécié, comment se peigner, comment se laver, comment faire telle chose. Troisième pan, plus important parce que quand vous passez de la théorie à la pratique, le troisième pan fondamental, c'est le pan suivi et évaluation. C'est-à-dire quoi? Le contrôle. Ce que je lui ai dit de faire, tel comportement, telle attitude, telle aptitude que je lui donne, est-ce qu'il fait ça très bien? Parce que si on lui colle tout ça là, il n'arrive pas à agir comme cela se doit pour être exemplaire, ça veut dire on voit le résultat. Mais tel que l'éducation se passe aujourd'hui, qui ne se base plus sur nos valeurs, où on se retrouve dans un espace d'interculturalité ou d'apport externe de la culture, à un moment donné, le problème d'éducation va toujours continuer d'encenser, mais on ne va jamais en finir. C'est bon. Et j'apprécie ces formes d'émission parce que ça permet à tout parent, à tout enfant qui écoute, et ils sont appelés à écouter, de savoir que l'éducation est la base de la bonne gestion économique, l'éducation est la base de la bonne gestion sociale et l'éducation aussi est la base de la bonne gestion environnementale. Si on associe les 3 là, il y a évolution, il y a développement harmonieux, durable et tout va bien. Madame Domingo, c'est quoi être un bon parent? C'est être capable de pouvoir donner, de transmettre de bonnes manières d'agir et de faire à ses enfants. Arriver quand même à des moments donnés à se remettre en cause et de demander de l'aide. C'est ce qui manque un peu à nos parents aujourd'hui. Et on ne sait plus, tout le monde dit je suis parent, mais non. Être parent aujourd'hui, il faut acquérir d'autres expériences pour pouvoir soutenir ce qui se passe. Et ça se passe sur plusieurs fronts. Il faut être patiente aujourd'hui pour comprendre l'enfant à chaque degré, étape de sa vie. Mais on ne fait plus cette démarcation. Nos mères aujourd'hui
nous sommes acculés de part, il y a le travail, il y a la pression de pouvoir subvenir aux besoins du quotidien qui nous empêche aujourd'hui à voir l'enfant en l'enfant ce qu'il est réellement. Mais on voit aujourd'hui en l'enfant une charge, ce qui nous empêche et met un peu un frein à faire une bonne transmission. Et c'est d'écrire comment, quelle conduite à donner, qu'est-ce que je peux apporter à un enfant de 5 ans et qu'est-ce que je peux apporter à un enfant de 7 ans ou un enfant de 10 ans. C'est en faisant cette démarcation et d'appliquer un type d'éducation, un style d'éducation parentale qui cadre avec l'environnement dans lequel nous sommes, en se tenant aussi sur des objectifs bien définis. Qu'est-ce que je veux éduquer dans la vie de mon enfant? Mon enfant deviendra quoi demain? C'est que si on n'arrive pas à faire ce retour sur soi, on peut pas dire qu'on est un bon parent pour l'enfant. Parce qu'il faut appliquer le savoir-faire, le faire. C'est que tu le fais pour amener l'enfant à comprendre comment ça se fait et quel est le temps qu'il faut, la patience, l'écoute. Il faut développer tous ces aspects. Avoir des moments, on appelle ça devoir de s'asseoir, discuter avec l'enfant, l'écouter, l'amener, d'aller dans son monde et le ramener afin qu'il puisse appréhender tout ce que vous mettez en branle devant lui. Professeur, dites-nous, comment, j'allais dire, être un bon parent? Un bon parent, 3 niveaux. Le bon parent est le parent qui était déjà sur une bonne pente d'éducation. Et il se base maintenant sur les 3 pans que je veux évoquer. C'est le savoir-savoir, le savoir-être et le savoir-être. Le bon parent qui fonde son savoir ou le savoir de son enfant sur comment connaître quelque chose, comment s'appliquer, comment fonctionner, comment éviter, comment faire face, est déjà un bon parent. Donc la base fondamentale, il faut que lui-même d'abord il faut s'assurer qu'il a reçu une éducation pas trop biaisée. On n'est pas là pour apprécier les formes d'éducation, mais quand même que ça soit une éducation déjà un peu appréciable et appréciée. Par rapport au savoir-être, c'est le comportement de soi vis-à-vis des autres. Si j'ai l'habitude de toujours rabrouer, si j'ai l'habitude de toujours lorgner, si j'ai l'habitude de toujours regarder les gens par le bas, si j'ai l'habitude de toujours tendre la main à une personne âgée, ainsi de suite, ça veut dire que le savoir-être me manque. Nous revenons maintenant au savoir-faire. Le savoir-faire, c'est lié à 3 pans. Le premier pan du savoir-faire, c'est le pan lié à la zone qu'on appelle zone commune. La zone commune, c'est la zone familiale. Le savoir-faire de l'enfant dans la zone commune dépend du savoir-faire de sa mère ou de son père dans cette zone. Deuxième pan fondamental par rapport à cette zone, c'est la zone personnelle. Est-ce qu'il arrive à se prendre en charge lui-même, à assurer son hygiène corporelle, à assurer la bonne communication vis-à-vis de ses frères et sœurs, à être tolérant, à être quelqu'un qui accepte, mais avec un peu de rigueur. Troisième pan, toujours par rapport à une bonne éducation, c'est le fait que l'enfant doit faire tout de son possible pour assurer l'autre zone, la zone d'assurance, la zone qui nous relie ici. Parce que si Carole n'est pas employée à Eden TV, on ne peut pas être assis ici. S'il n'y a pas une organisation qui est là, on ne peut pas parler du fonctionnement de Eden TV. Cette zone, c'est la zone professionnelle ou la zone de travail. Donc, la bonne éducation qui passe par les parents passe par ces 3 zones. La zone commune, zone familiale, son bon fonctionnement, la zone individuelle de soi, il faut être présentable, il faut la bonne communication. Et la 3e zone, la zone d'assurance, c'est la zone de travail, la zone professionnelle. Si ces 3
sont bien assurés, on peut parler d'un bon travail pour les parents. Merci. Madame Domingo, tout à l'heure, vous étiez en train d'indexer la mère, la femme, par rapport à l'éducation de l'enfant. Cette fixation sur la femme dans notre société, qu'est-ce qui justifie ça? D'abord à vous, professeur. Vous savez, ce n'est pas un jeu global, c'est un jeu spécifique à l'Afrique et particulier. Pourquoi, quand on parle de l'éducation, Oui. on ne voit pas directement le père, mais c'est la femme. Alors que l'éducation familiale relève normalement des deux parents. Carole, laisse-moi te dire que c'est une complémentarité. C'est parce que le jeu qui vaut la chandelle amène toujours à parler de femme-femme. Et accepter, assumer et contribuer à cela. Pourquoi je dis ça? Si nous voulons étaler les rôles, l'homme que vous avez, je ne sais pas, papaisé d'une façon ou d'une autre aujourd'hui, joue le rôle de pourvoyeur de l'économie, et c'est entre griffes parce que quand on rentre dans les tréfonds même de ce débat, ce rôle n'est pas toujours très bien joué. Mais on se cache derrière ça, pourvoyeur de l'économie. Et le deuxième rôle, c'est le rôle de coordonnateur de tout ce qui peut se passer de façon concrète. Ça, c'est l'homme, ça. Quand nous venons au niveau de la femme, pourquoi on met l'accent sur la femme? Il faut comprendre ces deux rôles. Le premier rôle, elle a commencé par éduquer l'enfant dès son premier jour. La façon de lui donner le lait maternel, c'est de cette forme-là. Donc l'enfant commence par s'habituer à sa mère. Dans ces conditions, on peut attribuer ça à qui? J'ai parlé tout à l'heure du rôle suivi et éducation. Qui est plus présent? C'est la mère. C'est elle qui est à la fois la complice, c'est elle qui est à la fois encore le surveillant, c'est-à-dire qui agit avec bâton et carotte à la fois. Donc, ce rôle lui est dévolu parce que dans la zone commune, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, elle est le fonctionnaire, le gestionnaire de la zone commune. Or, l'éducation émane de la zone commune, donc la femme fait partie intégrante, le premier élément qui peut jouer ce rôle normalement et tout ira bien. Donc, accepter que ça se passe comme ça parce que c'est elle qui est présente, c'est elle qui maîtrise comment les choses fonctionnent dans le cercle familial et elle rend compte comme elle peut ne pas rendre compte. Madame Domingo, j'ai envie de vous poser la même question. Et dites-moi, pourquoi la femme est toujours indexée par rapport à l'éducation des enfants? Bon, moi, je vais simplement dire que la femme est toujours indexée parce qu'elle est au début de la vie de l'enfant. Et le moment le plus complice pour elle, c'est ces 9 mois dans le ventre. Et l'éducation commence par là. Parce qu'elle a une complicité avec l'enfant. Et quand l'enfant vient au monde, elle a encore tout ce temps. Donc, ça fait qu'on n'arrive plus à dissocier cet espace de vie avec son enfant par rapport à tout ce qui se passe. Mais cela ne veut pas dire que ce temps qu'elle a passé auprès de l'enfant, elle a toutes les aptitudes et toutes les capacités nécessaires à porter cette charge. Moi, je dis souvent aux femmes, quand ce cas se présente à moi, apprenons à inviter l'homme à nous aider dans cette tâche. L'éducation ne peut pas l'incomber à une seule personne pour parler d'équilibre. Parce que l'enfant, en dehors de tout, a sa sensibilité à l'environnement et aux événements. Et il peut hériter de beaucoup de choses, de ses grands-parents. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Maintenant, si on n'invite pas le père dans ce milieu, dans ce cercle qu'on lui attribue tout le temps, il y aura des événements qu'elle ne pourra pas mieux apprécier et appréhender pour toujours transmettre cette valeur ou bien l'éducation dont nous parlons. La femme essaie de porter une toge, comme moi je le dis, c'est que Dieu lui a donné d'abord cette capacité de le faire. Mais il n'y a pas cette femme qui dit je peux tout faire seule. On doit toujours quelqu'un qui nous soutient. C'est pas forcément du côté de la femme. L'homme aussi peut arriver à travers les circonstances de la vie, se voir et être obligé d'assumer ce rôle-là et de prendre en charge
lui seul l'éducation de son enfant. Vous savez, l'éducation, quand on le dit, ce n'est pas simplement incombé à une seule personne, même si c'est une seule personne qui est dans la famille. Il y a toujours l'environnement immédiat. Il y a l'école qui est là. Il y a les relations avec d'autres. C'est que ça part toujours comme le professeur et le docteur l'a dit, de l'environnement commun. Si je suis seule avec un seul parent, père ou bien mère, je ne peux qu'avoir cette éducation dans ma vie. Si là, mais n'oublions pas, nous avons les deux en nous. Il y a le garçon, il y a le masculin, le féminin en chaque homme. Si avec cette nouvelle charge, j'arrive à développer ou bien à cultiver plus ce côté dans ma vie, je vais assumer ces rôles et on ne saura même pas que l'enfant a été éduqué par une seule personne. Ce qu'on demande, c'est simplement de vivre d'abord soi-même de manière équilibrée. Et équilibrée, c'est acquérir d'autres informations, d'autres expériences pour pouvoir accomplir ce rôle, cette tâche qui nous est incombée. Docteur, cette fixation de sur la femme, cela ne justifie-t-elle pas la démission aujourd'hui des hommes? Alors, je vais remonter un peu la pente. Madame Domingo a évoqué un mot tout à l'heure que je veux dépouiller un peu, le mot négociation. Aujourd'hui, si on pose les problèmes de femmes, ça ne va pas, ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse comme ça. La détermination des femmes provient des hommes. La détermination des femmes provient des femmes qui sont des femmes leaders. L'exemple que je veux donner sur l'actualité, si nous ne savons pas faire, vous voyez les 26 secrétaires exécutifs, j'allais dire, choisis avant-hier. Si Madame Claudine Prudencio ne rentre pas dans son tréfonds et savoir qu'elle doit prendre le numéro de téléphone de ces 26, là vous allez voir plus de démissions à leur niveau. Pourquoi? Parce qu'il manque toujours la détermination au niveau des femmes. Ils urgent la sensibilisation, ils urgent l'accompagnement et ils urgent le suivi. Parce que la femme n'aime toujours pas rester dans le rôle, surtout qui semble être à la fois administratif et politique, comme ça, là, sous forme d'exhibition. Si ce n'est pas le père qui dit attention, la maman dit attention, et on n'a pas l'engouement d'y aller. Ça, c'est une parenthèse. Donc, il faut les accompagner. Revenant sur la négociation. Par rapport à la négociation, le problème de négociation se pose au niveau surtout des femmes, via aux hommes, c'est-à-dire quoi? Les hommes n'acceptent pas les négociations parce que les circonstances de négociation ne s'y prêtent pas. Les conditions de négociation ne s'y prêtent pas. Pour négocier, il faut respecter deux choses. L'écart entre vous, ça fait un. Et deuxième chose fondamentale qui facilite les négociations, c'est la communication. On a l'habitude de dire en fond, je ne sais pas si les règles de votre émission permettent. Je mets l'homme dans des conditions bien déterminées, je négocie. Dans le cas où plusieurs négociations échouent, on vient au phénomène, j'appelle ça phénomène monoparental. Et Madame Domingo a su bien souligner. Généralement, une femme bien éduquée ou un homme bien éduqué essaie quand même d'aiguiser l'éducation de son enfant à telle enseigne que si on ne sait pas faire, on n'arrive pas facilement à comprendre que c'est un enfant qui a été éduqué de façon unijambiste. Donc, il revient aux femmes ou aux hommes de savoir comment s'y traiter. Je n'ai pas encore répondu à votre question, j'en viens. Et cette bonne négociation qui passe par l'assurance du fait qu'on ne sera pas monoparental, donc les deux vont fonctionner, m'amène à être un peu contre le fait que l'homme seul, la femme seule éduque. Généralement, c'est un peu biaisé. On constate toujours qu'il y a un dysfonctionnement.
Ce dysfonctionnement au niveau de la fille peut être dû au conflit lié au sexe, c'est-à-dire elle est mère, moi aussi je suis femme, elle est femme, je suis femme, pourquoi? Ou bien l'autre est homme, moi aussi je suis homme. Ça, c'est l'enfant et garçon ou l'enfant fille qui agit comme ça. Dans ces conditions, généralement, il y a une sorte d'exhibition sociale. Le moi commence par travailler dans l'individu à telle enseigne que ce teint de mon père n'est pas là ou ma mère n'est pas là est senti facilement. Donc c'est ça. Revenant sur votre question que je vous demande de me repréciser un peu, c'est... La démission des parents hommes, On ne peut pas évoquer le mot démission, mais pour rester un peu atténué ou pour restreindre un peu, on peut dire l'ignorance, parce qu'aucun parent ne démissionne. Nous allons commencer par voir les bases de la chose. Les bases, c'est le plaisir sexuel qui m'amène à assurer la perpétuation de l'espèce humaine. Je quitte le plaisir, j'ai un enfant qui n'est pas content. Donc démissionner, non. Peut-être que c'est une ignorance due à plusieurs facteurs qu'on ne peut développer facilement ici parce que c'est toute une thèse là. Cette démission... C'est discutable. C'est discutable, oui, c'est discutable. Mais cette démission que je prends, Griffe et moi, j'appelle ça l'ignorance. Cette ignorance s'explique par le fait que les hommes, certains hommes, fuient leurs responsabilités et croient que les femmes sont capables de tout. Cette fuite de responsabilité peut s'expliquer par deux facteurs. Le premier facteur, un facteur ambiant à toute société, on peut dire la pauvreté ou le manque de moyens. Mais c'est une affaire de comparaison qui nous amène à ça. Le deuxième facteur fondamental, c'est la communication entre les fondateurs du foyer, c'est-à-dire le père et la mère. Quand il y a bonne communication, je n'ai rien, la femme complète. Si la femme n'a rien, je complète et puis on a su donc. On ne peut pas évoquer le mot démission, c'est le mot ignorance ou sous-estimation du rôle de père. Et généralement, au Bénin, on ne peut pas dire qu'il y a des hommes qui ignorent comme ça. Peut-être, ce n'est rien d'autre que les récits biaisés ou les formes de racontage qu'on assiste dans la société qui nous amène à dire ça. Parce que parfois, ce n'est pas Mme Domingo qui va me démentir, l'homme fait et on dit il ne fait pas. Et généralement, comme la femme est un peu épaulée aujourd'hui parce que on parle des lois, on parle des normes, on parle de ceci, ainsi de suite. À un moment donné, l'homme est attaqué parce que tout ce qu'il fait et qui n'a pas de preuves, à un moment donné, c'est classé comme ce n'est pas du tout fait. C'est ça. Merci. La démission des pères de nos jours, Madame Domingo. Merci, Madame Carole. Très rapidement, parce que le docteur a pris du temps. Moi, je vais simplement dire, comme le docteur l'a dit, le mot démission est un peu fort. Et il faut aussi savoir c'est comment on constitue les ménages aujourd'hui qui nous amènent à constater qu'il y a démission. Avec ce qui se passe, on dit la femme est en os, l'homme est en baisse. Ça fait que assez de femmes aujourd'hui se retrouvent dans des situations de polygamie ou bien il faut se cacher quelque part. D'abord, au départ, la femme ne veut pas d'enfant, mais tout de suite dit je veux faire d'enfant, sachant pertinemment que le monsieur n'a pas les moyens qu'il faut ou bien est dans d'autres ménages. Il y a plusieurs cas qui font aujourd'hui qu'on voit que l'homme démissionne. Sinon, ils font ce qu'ils peuvent selon les moyens. Mais la femme vit aussi compte tenu de l'avènement du téléphone portable, du numérique, pour vivre comme l'Occident. Et à des moments donnés, on crée. Sinon, l'homme essaie de faire ce qu'il peut. Et moi, je dis, si la personne ne comprend pas, comme l'a dit, l'ignorance, c'est parce qu'il ne sait pas si réellement ce qu'il doit faire, c'est ça qu'il fait. Mais d'autres femmes n'ont pas la manière de les amener à les accompagner. C'est pour ça que je parlais de négociation. Bon, je ne sais pas si c'est le mot qui était plus fort, c'est
avoir les moyens d'amener l'homme à assumer certaines responsabilités qu'il ignore en pensant que c'est seulement prendre en charge le foyer sur le volet économique. Docteur, oui. Un adage de chez nous dit, l'enfant naît d'un père et d'une mère, mais c'est la communauté ou, si vous voulez, la société qui l'éduque. Est-ce encore le cas aujourd'hui? Aucune société, Carole, aucune société n'a démissionné dans le cursus de l'éducation. 3 types de raisonnements pour justifier. Premièrement, vous prenez votre voiture, vous quittez ici et vous voulez aller à Calavi. Vous trouvez un enfant qui est en train de chier à côté du goudron. Ça vous intéresse et parfois vous dites, tu ne peux pas chier là, il faut aller. C'est déjà votre rôle. Et généralement, ce qu'on constate, c'est quoi? Personne ne peut se réclamer issu d'une ville, c'est-à-dire naturellement citadine. Ça veut dire quoi? La source de l'éducation existe et ce sont les villages. D'accord, les lois existent. D'accord, les principes existent. D'accord, les normes existent. Et pourtant, on fait tout possible pour pouvoir assurer, et comment on appelle l'éducation? C'est ça qu'on appelle l'éducation au pluriel. L'éducation au pluriel, la société béninoise assure ça. Pourquoi on dit ça? La société béninoise assure l'éducation au pluriel à telle enseigne que si la base est faussée au niveau de la famille, on constate généralement que soit l'individu adopte, je vais aborder le deuxième point parce que j'avais énuméré 3, l'individu adopte ce qu'on appelle la résilience ou l'adaptation. Quand il intègre une société, il intègre une institution, il commence par travailler quelque part ou bien il commence par aller à l'école, il commence par s'adapter aux manières de faire, de penser, d'agir des autres. Peut-être s'il a l'habitude de ne pas laver ses habits, et chaque fois il vient crotter quand il voit celui ou celle qui est à côté de lui, toujours propre, ainsi de suite, commence par tricher, c'est déjà une forme de l'éducation plurielle. L'autre point important qu'il faut souligner par rapport à l'éducation plurielle, nous saluons les Béninois, nous saluons les Béninoises parce que personne ne voit ce qui est en train de gâter, ce qui est en train d'être biaisé par rapport à la norme sociale et laissé comme ça. Malgré qu'on a cultivé l'individualisme. Parce que c'est là où la question veut venir. L'individualisme et l'indifférence des Kamindéméens. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Je donne un exemple précis. Quand un enfant fait mal, avant, le passant peut se permettre de le corriger. Il ramène l'enfant à la maison pour se plaindre. Le parent le recorrige. Et devant celui-là, tout en le remerciant. Mais est-ce que combien de parents acceptent encore que ces genres de corrections se fassent? Ces corrections ne peuvent plus continuer comme ça parce que qui est le passant? Est-ce que c'est un passant en griffe militaire? Le passant militaire est le passant qui agit. Bon, laissons le passant, prenons le cohabitant. Le cohabitant aussi peut être un cohabitant militaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand par exemple, nous prenons un cohabitant qui fume, qui est toujours en état d'ébriété, toujours coléreux, ou bien qui tient compte du passé pour agir sur le présent. Son père m'a déjà fait ceci, on a discuté les limites ici, ainsi de suite. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il peut faire? Soit il corrige, va à l'extrême, ce n'est pas bien, il peut gifler l'enfant et le nez commence par couler du sang. Ou bien, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut laisser l'enfant, même s'il veut tomber dans le puits, il n'a qu'à tomber. Donc, ce n'est rien d'autre que ça, c'est les phénomènes. C'est les deux extrêmes. Donc, pour canaliser ça, les lois existent aujourd'hui, les normes existent et on ne peut plus toucher n'importe qui, n'importe comment. Comment se fait-il que cette éducation au pluriel est surtout biaisée? Un enfant que j'ai mis au monde qui a 8 et qui a transformé le 8 en 18, je viens dire ça, il tient compte. Madame Domingo a souligné un fait ou un phénomène important tout à l'heure. Les réseaux sociaux, le fonctionnement des téléphones portables. L'enfant qui a déjà vu qu'on peut se fâcher et donner un autre point d'éducation à ses parents, va en haut, tombe et meurt. Et si c'était autre personne qui lui a fait cette reproche-là, on va l'emprisonner parce que
On peut dire qu'il a violenté ou bien il a utilisé des propos discourtois, ce qui fait que l'enfant est obligé. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est dans cette méfiance-là que l'éducation plurielle a commencé par recevoir des coups. Mais nous remercions les gens de nous, les acteurs de nos villages et certains aussi de nos villes qui continuent toujours de dire ça ne va pas rester comme ça, il faut corriger. Merci. Madame Domingo, apprendre aux enfants le respect des règles dans la société et favoriser en même temps leur éducation, très rapidement, est-ce une tâche aisée? Ce n'est pas une tâche aisée, c'est pour ça que nous avons de l'aide sur différentes formes aujourd'hui. Et ça, je dirais ça, tout ça, c'est basé sur... je remonte un tout petit peu sur l'autre question, comment on gère maintenant l'éducation de l'enfant. Alors avant, il y avait la société qui nous épaulait, mais non. Pour que ça soit aisé, il faut savoir qu'avant, c'était une éducation commune où ça s'inscrivait peut-être dans un village ou bien dans la famille où il y a les grands-parents et autres. Mais maintenant, ça s'est élargi. Nous avons les ONG qui ont pris un pan. Il y a l'église qui a pris un pan. Il y a aussi l'école qui a pris. C'est qu'avant, c'était seulement la famille, les parents et autres. Mais ça a pris de l'ampleur et ça va dans d'autres juridictions. Il y a aussi les lois, il y a aussi les avocats. Donc, ça fait qu'on ne voit plus, on ne perçoit plus ce volet qui était trop condensé avant. Et nous avons comment amener les enfants à respecter, ou bien quand l'enfant essaie de tomber sous le coup de la loi, comment les éduquer pour que cela n'arrive pas. C'est un peu difficile, mais on y arrive. Parce que dans les valeurs que nous essayons d'inculquer aux enfants, on essaie de les réveiller, de les amener à comprendre ce que c'est que comment on appelle, tomber sous le coup de la loi. Mais ça n'empêche pas, on a assez de cas. Parce qu'il y a l'adolescence où l'enfant, à un moment donné, refuse d'être enfant et dit « je veux faire les choses par moi-même », où l'enfant veut remettre en cause tout ce qu'il a acquis dès le bas âge pour évoluer. Donc, il veut faire ses expériences personnelles. Mais il faut qu'on s'appuie toujours sur d'autres entités pour pouvoir y arriver et accompagner. Nous allons marquer une courte pause avec la complicité du réalisateur. Nous allons essayer de faire la part des choses. C'est la deuxième rubrique de cette émission. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amis de Faisons la part des choses, bonsoir et bienvenue. La femme mère au foyer, socle d'une bonne éducation au sein de la famille, n'arrive toujours pas à assurer au mieux cette difficile mission que la société lui a assignée. C'est donc à juste titre que lorsque l'éducation en famille rate, la première personne à qui est attribué le tort a toujours été la femme. Indexé à tort ou à raison, l'un des phénomènes qui prend de l'ampleur et qui met à mal les valeurs inculquées dans les foyers de nos jours est l'utilisation incontrôlée et parfois irraisonnée du portable et de l'Internet. S'il est clair que moult raisons justifient la mauvaise éducation, les effets néfastes des nouvelles technologies dont font usage nombre de mères nous permettront de faire la nuance entre l'éducation familiale et le rôle de la femme mère au foyer. Les mères travailleuses et les mères numériques sont de moins en moins de bonnes éducatrices. Au boulot, à la maison, à la cuisine, sur le lit et parfois même sous la douche, leur attention est cadenassée par le portable armé de réseaux sociaux dont Facebook et WhatsApp sont les champions. Ils corporalisent leur attention au point de les détourner des tâches essentielles que leur impose l'éducation de leurs enfants et la bonne tenue de la maison. Maman numérique n'a plus le temps des enfants ou de papa. Résultat, le foyer tangue ou vole aux éclats parce que les dérives prennent le pas sur la stabilité du foyer. En plus de tout ceci,
Plus qu'un poison dans les foyers, l'Internet en lui-même détruit les couples en raison des mauvaises influences qu'il induit chez certaines femmes qui ont tendance à copier tout ce qu'elles y découvrent. S'il est clair que de nombreux couples y résistent, force est de constater que, dans certains foyers, l'éducation des enfants en fait les frais. Les mères ont désormais un intérêt autre que leurs enfants. Les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, bref, les nouvelles technologies bouffent les temps d'échange entre les parents et leurs enfants. Une situation qui impacte négativement la vie de famille et la qualité des liens entre les membres. Les moments d'échange et d'attention et de correction deviennent rares ou sont quasi inexistants. Tenez, il est difficile aujourd'hui pour un tout petit enfant d'avoir un long moment de sourire et d'échange lui permettant d'entendre la voix de sa mère. Entre-temps, celle-ci aurait déjà jeté un coup d'œil à son portable alors que ces moments sont censés procurer à l'enfant un sentiment d'amour, d'attachement, en somme, un moment privilégié d'attention de sa mère pour lui. Face à l'adolescent, plus dépendant des nouvelles technologies, l'autorité de la mère s'éclipse. N'étant plus aujourd'hui un exemple, la maman numérique n'a plus le temps d'écoute, de discussion et d'échange avec son enfant. Elle ne peut donc plus vraiment imposer les règles et même si elle tente de le faire, elle n'a plus le temps du suivi. Bien qu'étant devenus incontournables aujourd'hui, les outils numériques ne devraient poser des problèmes dans les foyers. Les femmes au foyer doivent faire la part des choses en trouvant un équilibre qui leur permette d'accorder moins d'attention au smartphone et plus à la qualité de l'éducation de leur enfant. Rappelez-vous, tout est permis, mais tout n'est pas utile. À très bientôt pour un autre numéro de Faisons la part des choses. Une pensée, une analyse, une nuance faite, quelle est votre appréciation? Vous savez, je tiens à vous remercier parce que l'élément est important et ça évoque un phénomène social qui biaise effectivement l'éducation des enfants. Là où je vois que c'est un peu déséquilibré, il faut parler aussi des hommes parce que ce sont les deux qui fonctionnent et on parle d'une bonne éducation. D'accord que la femme se positionne ou se repositionne en tant que gestionnaire de l'éducation. Ce qu'il faut comprendre, c'est le monde qui est en train de prendre le pas sur la nature. À l'état nature, la femme est l'individu ou l'acteur social qui accorde plus d'attention à son enfant. Mais si aujourd'hui le téléphone portable commence par prendre le pas sur l'enfant, vous voyez que l'éducation est facilement biaisée. Par rapport à ça, 3 propositions. Les femmes doivent savoir que le téléphone est important lorsqu'il y a harmonie familiale. Et cette harmonie passe par le suivi parce que si vous êtes là et on vous dit votre enfant est arrêté au commissariat, vous voyez, on oublie le téléphone parfois. Ça veut dire que l'usage du téléphone auparavant a agi maintenant sur l'éducation de l'enfant et ça amène des conséquences. Deuxième chose qu'il faut souligner, le téléphone est important, on n'a jamais refusé. Mais il faut savoir que dans l'éducation, il y a la tricherie. Telle que les enfants sont en train de voir leur mère ou leur père en train d'utiliser le téléphone. De la même manière, eux aussi, ils vont le faire demain et on va de bien en bien. On va passer à la déculturation ou on va passer à la dégradation de nos mœurs. Troisième chose, la plus fondamentale pour finir, chaque mère doit savoir que pour créer un développement harmonieux et durable de leur foyer, de leur espace de vie, le téléphone portable doit avoir un temps d'utilisation. On dit jusqu'à la douche, on utilise le téléphone.
dans le lit, on utilise le téléphone. Quel est cet objet si utile, si important, si capital qui dépasse l'enfant? L'enfant qui vous représente demain, l'enfant qui incarne C'est la triste votre réalité vie. aujourd'hui. Oui, c'est une réalité à ne pas encourager, mais c'est progressif parce que on cherche toujours à avoir l'information. En fait, c'est l'information qui tue l'éducation de l'enfant. Donc, c'est une affaire de canalisation, c'est une affaire de détermination aussi. Je me canalise mon téléphone. C'est pourquoi tout à l'heure, je suis venu, vous avez dit, vous n'êtes pas connecté. C'est parce que j'ai choisi de ne pas toucher le téléphone jusqu'à 13h au moins, quelle que soit l'information qui va arriver. Donc, on peut commencer par créer ces espaces d'interdit de soi-même pour pouvoir accorder son attention particulière à l'enfant, pour pouvoir corriger, faire le suivi et l'évaluation de l'enfant. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Merci. Madame Domingo, votre réaction? Merci et vraiment, je vous remercie pour l'élément. Parce que c'est le phénomène que nous constatons aujourd'hui et qui crée d'énormes dégâts dans les foyers où l'enfant veut avoir sa mère à un moment donné et puis c'est le téléphone qui prend la place. C'est pas simplement la mère, mais il y a aussi les pères aussi, c'est vice-versa. En tenant compte de la thématique du jour, le rôle de la mère dans l'éducation familiale. Au moins les quand même, disons qu'il y a ça aussi, parce que si on ne les invite pas lors des débats, ils vont toujours continuer à ignorer ce qu'ils doivent faire. C'est pour ça que je reviens sur ça. Donc, excusez-moi, je sais bien notre thématique, mais il faut de temps en temps Mais ce qui se passe, vous m'excusez, moi je suis plus pratique parce que j'écoute des femmes, je gère leurs problèmes avec les enfants. Le téléphone aujourd'hui, de la manière dont a pris une place que l'homme à des moments donnés a déserté. La femme, ce n'est pas simplement la recherche de l'information, mais a un vide affectif. La femme veut se sentir aimée. La femme veut se sentir, comment on appelle, acceptée et appréciée. Donc, il cherche quelque chose qui doit lui donner encore, je ne sais pas le mot que je vais employer, d'exister. Et il va chercher cette existence dans le téléphone en trouvant l'alibi, comme on a dit, biaisé pour dire c'est mon outil de travail, je cherche des informations. Non, il veut se sentir vivante par rapport à quelque chose. Et le monde aujourd'hui lui en a donné en détournant son regard de son objectif premier qui est d'être mère, avoir des enfants, à assumer et perpétuer la procréation divine. Et là, on ne doit pas cesser de le dire, trouver un temps à chaque chose. Savoir que l'enfant, c'est son éducation le plus crucial, le point d'achoppement, c'est un temps. Après ça, tu es libre de faire certaines choses. Quand tu quittes le boulot, tu viens à la maison, c'est d'abord lui qui doit te préoccuper. T'assurer. Il y en a même qui achètent les téléphones aux enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et puis, va t'occuper de ça, va jouer sur le téléphone. Mais les tablettes. L'enfant va faire quoi? Il y avait une image qu'ils ont fait circuler sur les réseaux sociaux, une petite fille à table, la maman est en face, lui dit il faut étudier. Elle a pris son téléphone que la maman lui a acheté et c'est là, quand la maman se lève pour voir, elle ouvre une page et elle montre qu'elle lit, la maman va s'asseoir. Mais quand la maman va s'asseoir, elle reprend le téléphone. Et le téléphone était au milieu. Donc chaque fois, nous adoptons des comportements, les enfants aussi, qui impactent. Donc, c'est dire aux femmes aujourd'hui, aux hommes, de repositionner un peu leur vécu quotidien et leur vie familiale. On n'impose pas. Il ne faut pas que je dois exister, je dois être dans la vie, je dois faire comme les autres. Se dit simplement, j'ai semé, j'ai produit, ça va me donner quoi demain? Docteur, une question me tient à cœur. L'adolescence, c'est le moment le plus difficile à gérer par les parents. Que faire? Comment traverser cette période? Madame Domingo a suscité un débat, je ne sais pas si vous me donnez 2 secondes. On n'a plus assez de temps, juste 2 secondes. Oui. Quand elle dit la femme, à un moment donné,
manque d'affection, ce qui fait qu'elle se recroqueville sur son téléphone portable. C'est pas faux. C'est pas faux. Et quand ça se passe lorsque l'homme est présent, pour globaliser, nous allons dire seulement de commencer par privilégier la communication physique en couple. Chacun est là, peut-être l'autre est dans son bureau ou bien dans le canapé là-bas, l'autre est dans le lit là-bas en train de faire choses ainsi. Alors qu'on pouvait parler du comportement de ce garçon qui n'apprend jamais ses leçons. Attends, ou bien ce garçon qui renvoie le maître d'études lorsqu'on n'est pas présent, ainsi de suite, ou bien cette fille qui chaque fois sort à 17h, à 19h, mais c'est vers 20h elle arrive, on pouvait privilégier ça. Donc, si on parle d'un déplacement de frustration à un moment donné... Donc c'est réciproque. C'est réciproque. Donc il faut conjuguer les efforts en privilégiant la communication physique en couple. Docteur, revenons à ma question. Oui. L'adolescence, comment gérer l'adolescence chez l'enfant? L'adolescence chez l'enfant, vous savez, nous sommes trois ici, chacun a son histoire de vie. Pour bien gérer, je privilégie 3 mots. Le premier mot, c'est la tolérance. Il faut accepter que ça se passe comme ça, mais que ça n'aille à l'extrême. Parce que si on n'accepte pas, d'abord, ça veut dire qu'on refuse ce qu'on appelle le narcissisme. L'individu se voit en train d'être développé, donc je me vois à même de s'affirmer dans la société. Si on lui refuse ça, demain, devant un grand public, il ne pourra pas bien agir. À côté de cette tolérance, il faut appliquer maintenant la rigueur. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne va plus continuer comme ça. Il faut corriger. Troisième point pour finir, c'est le suivi, le contrôle et l'évaluation. C'est-à-dire, ce que je lui ai dit là, est-ce qu'il le fait bien? Est-ce qu'il le fait très bien? Pas bien, mais très bien. Aujourd'hui, c'est le très bien qui est privilégié parce que pour être un indicateur, un type d'homme dans la société, mais vicane, pour dire ça, il faut aiguiser l'éducation à la base. Donc, apprendre à lui dire non et que votre non soit respecté. Si votre non est respecté en votre présence, mais à 2 pas de là, votre absence, c'est autre chose qui se fait parce que c'est ça qui est développé aujourd'hui. C'est ça. Donc, il y a une pratique de l'hypocrisie qui ne dit pas son nom, qui se manifestait en nous parce que nous aussi, nous avons pris par là. Peut-être si on interrogeait nos parents, vous pouvez dire peut-être que Théodore a l'habitude de dormir dehors pendant 3 jours, ainsi de moi, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il faut pouvoir canaliser. Donc, 3 mots, la tolérance, la rigueur et le suivi. Si on fait ça, ça peut aller. Merci. Madame Domingo, comment gérer l'adolescence très rapidement? Non, il faut l'aider, il faut l'accepter d'abord et il faut lui permettre d'exister dans la famille parce que les parents ont peur que l'enfant grandisse. C'est le mot, on a peur que l'enfant grandisse, nous échappe. On veut toujours avoir d'emprise sur l'enfant et on ne lui permet pas d'avoir une identité. C'est là où il y a crise. Sinon, quand on assure l'éducation de base et déjà dès le bas âge, il y a le partage démocratique des minimums, qu'on lui permet de s'exprimer, de prendre, de dire non, je ne veux pas, on dit ah non, en son temps, moi je n'ai pas eu ça, je n'ai pas un mot à dire. Si l'enfant déjà dans le bas âge, n'est pas amené à assurer, à pouvoir dire non, je ne veux pas, je peux faire de cette manière. Et l'autre handicap, c'est qu'on ne voit pas que l'enfant doit s'exercer et que l'enfant doit gâter quelque chose ou bien et reprendre. Pour nous, adultes, tu ne peux pas faire ça avec tout ce que j'ai investi en toi. Tu dois faire un coup alors que l'enfant a besoin de reprendre et d'aller et d'échecs aussi et de gars. Donc, il y a ces sursauts que les parents doivent essayer de comprendre. Si on peut déjà atténuer en ajoutant sans les 3, la tolérance, et la rigueur et aussi le suivi, je crois qu'aucune adolescence n'est difficile à gérer. Mais quand on lui empêche vraiment d'être lui-même, de s'assumer, et trop longtemps, on va dire tu es dépendant, on a tendance à tout faire à l'enfant. C'est un peu ça ce qu'on voit aujourd'hui. Des fois même, il y a des parents qui aiment recopier les cours pour les enfants pour dire non. C'est une erreur. Oui. Alors que l'enfant doit savoir, et quand l'enfant
Dans le suivi, vous constatez qu'il n'arrive pas à s'adapter, demandez-lui comment l'aider. Parce qu'il y a des enfants qui sont, des choses qui nous échappent pendant la grossesse, peut-être qu'il y a eu des crises, des choses, l'enfant est un peu, comment on appelle, anxieux ou bien n'est pas, a peur, est rempli d'une peur. Ou peut-être au cours d'un rêve, l'enfant est bloqué parce qu'il ne comprend pas, il n'a même pas les parents pour demander ce qui le traumatise. Peut-être qu'à un moment donné, il a besoin de dire à ses parents, ça c'est quoi? Il n'a pas eu le retour et est resté bloqué dans ça. Il ne va pas pouvoir percevoir ce que l'adulte veut. Donc, aider les enfants à déjà être autonomes dans le foyer et accepter qu'ils fassent des erreurs. Et les orienter. C'est comme ça, vous pouvez perfectionner dans leur vie des comportements et avoir le type d'homme, de personnes que nous voulons pour la société demain. C'est le moment d'écouter la coach dans cette dernière rubrique de l'émission Tribune des femmes. Nous allons recevoir les conseils du coach Gladys Adam Soulé sur la thématique du jour. Le rôle de la femme est très important dans l'éducation des enfants parce que nous savons que dans notre culture, notre environnement béninois, la femme est celle qui est le plus en contact avec les enfants. On dit souvent que l'homme est Glegbenou, c'est lui qui est dehors, qui va chercher l'argent. Et c'est la femme donc qui éduque les enfants, qui s'occupe des enfants, qui est le plus en train d'interagir avec les enfants. Et donc, elle joue un rôle très important dans l'éducation des enfants. Le premier rôle qui lui est dévolu, c'est évidemment de donner des repères aux enfants, de leur montrer les limites, de leur montrer ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est mal et ce qui ne l'est pas. Pour pouvoir jouer ce rôle-là, la femme doit être elle-même un modèle. Les enfants, nous le savons, s'éduquent beaucoup plus par ce qu'ils voient faire que par ce qu'on leur dit. Alors la femme elle-même doit être le modèle qui représente les valeurs qu'elle veut transmettre à ses enfants. Déjà que nous savons que dans notre environnement, c'est toute la famille qui éduque, il faudra que, de façon spécifique, la mère soit capable de représenter pour les enfants un modèle à suivre. La deuxième chose qui est tout aussi importante pour les enfants, c'est de leur inculquer des valeurs. Nous devons avoir des valeurs familiales, des valeurs qui représentent notre famille. Nous savons qu'au Bénin, par exemple, la fraternité est une valeur. Nous pouvons aussi avoir ce genre de mots dans notre famille que nous allons coller et nous allons mettre un peu partout dans la maison et qui représentent les valeurs familiales. Ça peut être l'intégrité, ça peut être le travail, ça peut être la fraternité, etc., etc. Il faut avoir des valeurs que nous représentons nous-mêmes et que nous inculquons à nos enfants. Pour finir, je voudrais recommander à nos sœurs, à mes sœurs, à mes mamans, d'éduquer la fille comme le garçon. Il est important aujourd'hui d'éduquer nos filles comme nous éduquons nos garçons, en leur inculquant les mêmes valeurs, des valeurs positives. Voilà, donc nous sommes à la fin de notre capsule d'aujourd'hui, les minutes du coach. Le sujet, c'était évidemment l'éducation familiale et nous avons parlé donc du rôle de la mère. Je vous retrouve très bientôt. C'était moi, Gladys Agege Soulé Adam. Je suis coach en accompagnement et j'aide les femmes à développer leurs compétences sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Docteur, on n'a plus assez de temps, très rapidement, votre réaction en guise de mot de fin. Éduquer les filles comme les garçons. Cela a un peu de méandre. Il y a des interstices. Si on doit fouiller, ça va prendre du temps. Tout compte fait, ce qu'elle a dit, c'est vrai. Il faut faire tout possible pour que, et hommes et femmes, comme nous voulons toujours, égalité, équité et équilibre, que cela se sentent au niveau de l'éducation. Mais les filles, au même titre que les garçons, non. Parce qu'à un moment donné, si une fille est éduquée comme un garçon, si on ne sait pas faire, elle va catapulter son ménage à construire. Merci, docteur. Madame Domingo, très rapidement, votre réaction. Merci pour tout ce que
le coach vient de dire, mais moi je vais simplement dire, moi j'ai toujours un pincé au cœur quand on dit le rôle de la femme, le rôle des parents, oui. Aidons aujourd'hui hommes et femmes à être des vrais parents. Aidons-le parce qu'on ne naît pas parent, on ne naît pas femme, on ne naît pas père, mais on le devient. Si on peut aller dans ce sens, ce que la femme peut faire, l'homme aussi peut le faire. Donc ce n'est pas à aider l'éducation les mêmes, mais l'éducation à la complémentarité, l'éducation au partage, l'éducation à l'amour. Quand dans le couple on essaie de développer ces formes d'éducation, il n'y a pas de conflit après. Mais si déjà dans le foyer, il y a déjà un conflit entre la petite fille et le garçon, vraiment, ça a perdu même au-delà du foyer. Mesdames et messieurs, voilà qui vient mettre un terme à ce numéro de Tribune des femmes. Nous espérons avoir contribué à ce que les femmes désormais sachent comment mieux éduquer leurs enfants et en partenariat avec les pères ou les hommes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Prenez le prochain rendez-vous pour un autre numéro de Tribune des femmes.